Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 13 septembre à la une de ce journal. En visite d'État au Portugal, le président Alassane Ouattara a été reçu dans la matinée d'hier mardi par son homologue portugais. Les deux chefs d'État ont passé en revue les performances réalisées au cours de ces dernières années par la Côte d'Ivoire. L'État vient de mobiliser 2 milliards de francs CFA pour la reprise des travaux manuels d'entretien routier. 6500 km de routes ivoiriennes sont concernées. La Direction générale des infrastructures routières vient de procéder au lancement des travaux à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire vient de s'offrir son premier maillot jaune du Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Maillot jaune remporté grâce à Conté Bassirou. Il a remporté la 3e place à Sekro Beoumi devant ses concurrents belges, marocains et rwandais. Commençons tout d'abord par la visite d'État du président de la République au Portugal. Alassane Ouattara a été reçu dans la matinée d'hier mardi par son homologue portugais. Les deux chefs d'État ont passé en revue les performances réalisées au cours de ces dernières années par la Côte d'Ivoire, notamment en matière économique, sécuritaire et démocratique. Le président Alassane Ouattara a ensuite eu un entretien avec le Premier ministre du Portugal, António Costa. Viviane Aïma, notre envoyée spéciale à Lisbonne. Belém, quartier situé en bordure du plus grand fleuve de la péninsule ibérique, le fleuve Tage. Considéré comme le quartier le plus chargé d'histoire et de la culture du Portugal, il abrite entre autres monuments historiques emblématiques de ce pays, le monastère de Belém. Construit au XVIe siècle par le roi Dom Manuel, est considéré comme l'une des merveilles du Portugal. Ce monastère conserve en son sein le mausolée de celui qui est considéré par le peuple portugais comme le plus grand héros national, le poète Luís de Camões. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, devait commencer ce mardi 12 septembre par une visite de ce lieu d'histoire du Portugal. C'est sous une forte escorte de motards que le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien est arrivé au lieu de la visite où il a été accueilli par son hôte, le président Marcelo Rebelo de Sousa. C'est aussi sur l'esplanade de cette bâtisse, au lieu du symbole de la nation portugaise, que le tout premier chef d'État ivoirien a effectué une visite d'État au Portugal, a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton de 7 détachements de l'armée. Exécution des hymnes nationaux des deux pays. Passage en revue des troupes suivi d'une parade militaire. Le président de la République et son épouse sont ensuite allés déposer une couronne de fleurs et se recueillir sur le mausolée de celui qui est considéré comme la plus grande figure emblématique du Portugal, le poète national Luís de Camões. L'autre temps fort de ce cérémonial d'accueil, c'est une escorte royale de 115 cavaliers qui a accompagné le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien au palais de Belém où sont logés les bureaux du président de la République du Portugal. Au palais de Belém, le président de la République et la première dame ont été invités à signer le livre d'or du palais, suivi d'une cérémonie de décoration. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la plus haute distinction de la République du Portugal, le grand collier de l'infante Henrique. Une distinction a aussi été décernée à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des enfants dans le monde entier. Elle a été élevée à la dignité de Grande Croix dans l'ordre du mérite du Portugal. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a distingué son homologue, le président Marcelo Rebelo de Sousa, en l'élevant à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Après cet échange de distinctions, les deux chefs d'État ont eu leur premier tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie à leurs deux délégations.
À l'issue de leurs entretiens, ils ont exprimé face à la presse leur détermination à développer les relations entre leurs deux pays. C'est la première visite d'un chef d'État ivoirien au Portugal. Donc moi, je suis personnellement honoré de votre invitation et je voudrais vous redire toute ma gratitude. Et vous dire aussi que nous avons en mémoire, il y a presque 30 ans, en 1989, la visite du président Mario Suarez et de la grande amitié qu'il a nourrie avec le président Félix Houphouët-Boigny, dont j'ai été l'unique Premier ministre. Cette visite est importante pour nous parce que depuis 2 ans, nous voyons un intérêt accru de la communauté des affaires au Portugal pour la Côte d'Ivoire. Et cela nous réjouit. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif après la crise que nous avons vécue il y a quelques années. Et depuis 2011-2012, mon pays est en paix, en sécurité. La démocratie également s'est installée. C'est un pays qui avance, qui est véritablement en marche. Et un pays extraordinaire par ses performances économiques, puisque depuis 5 ans, nous observons des taux de croissance de 9% par an, ce qui est très rare dans le monde, avec des taux d'inflation de 2 à 3%. Et nous contrôlons de manière forte la dette extérieure qui ne représente que 42% du PIB. Et nous sommes heureux que de nombreuses sociétés portugaises s'intéressent maintenant à la Côte d'Ivoire et je suis particulièrement heureux que TAP maintenant a des vols 5 fois par semaine sur la Côte d'Ivoire, ce qui facilite le voyage des hommes et des femmes d'affaires sur la Côte d'Ivoire. Et nous voyons également de nouvelles sociétés dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, venir en Côte d'Ivoire pour investir. Donc c'est dire qu'au plan économique, les choses ont bien démarré. Cependant, je note que le commerce entre nos deux pays est encore faible. Et notre volonté, c'est vraiment d'augmenter cela de manière importante. Nous soutenons et nous sommes heureux de votre désignation pour le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous estimons qu'il est extrêmement important la réalisation du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui se tiendra en Côte d'Ivoire en rappelant le rôle précurseur du Portugal entre le premier sommet entre les deux réalités géopolitiques mondiales. D'autre part, nous tenons également à vous féliciter du fait qu'il s'agisse d'un pays avec une stabilisation politique remarquable et une croissance économique également remarquable, d'un pays qui est déjà considéré comme étant un pouvoir régional. Cette vitalité a permis en 2 ans, et ceci est également lié au retour de la croissance économique au Portugal, un développement de relations bilatérales à un rythme qui a dépassé toutes nos attentes. C'est notamment ce qui est le cas pour l'éducation, avec plus de 2000 étudiants qui parlent et qui étudient le portugais dans l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est également vrai dans le domaine de la santé, de l'administration interne, de la défense, de l'accord sur la double imposition, de la préparation d'un accord sur les matières concernant l'investissement. Mais où le saut est encore plus important, c'est surtout dans le domaine économique. Là, comme ceci a déjà été souligné à plusieurs reprises depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, il y a une croissance de 146% des exportations portugaises vers la Côte d'Ivoire. Objet de nombreuses marques de considération au cours de cette visite d'État, la première d'un chef d'État ivoirien au Portugal, le président de la République, Alassane Ouattara, devait, après sa visite au palais présidentiel, se rendre au ministère des Affaires étrangères pour la signature de 4 accords de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Et justement, au cours de cette visite d'État qui s'achève ce mercredi, les 4 accords de coopération qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Portugal ont été faits au ministère des Affaires étrangères en présence du chef de l'État ivoirien et du Premier ministre portugais. On reste avec Viviane Haïm.
Si cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Portugal a pour but d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, elle a été marquée par la signature au ministère des Affaires étrangères de 4 accords de coopération en présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et du Premier ministre portugais António Costa, détenteur, ainsi que le prévoit la Constitution portugaise, d'une grande partie du pouvoir exécutif. 3 de ces 4 accords ont un caractère institutionnel et ont été signés côté ivoirien par le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et côté portugais par les responsables des ministères concernés. Il s'agit d'un accord autorisant l'exercice d'activités rémunérées pour les familles des diplomates ivoiriens et portugais en poste dans les 2 pays. Il s'agit encore d'un accord de coopération culturelle entre le ministère de la Culture du Portugal et le ministère de la Culture et de la Francophonie, également d'un accord de coopération en matière de pêche maritime entre le ministère des Ressources halieutiques de Côte d'Ivoire et le ministère de la Mer du Portugal. Le 4e accord a un caractère privé et concerne la délégation de services de propreté entre le ministère de la Salubrité urbaine de Côte d'Ivoire et Eco Eburni SA, la société portugaise de ramassage et de tri des ordures ménagères et qui est installée en Côte d'Ivoire. Un 5e accord de coopération signé plus tard au cours de la visite du président de la République a porté sur la coopération entre l'université Alassane Ouattara de Bouaké et l'université Minho de Braga au Portugal. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure actuelle de la visite d'État du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au Portugal. Ici en Côte d'Ivoire, la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, vient d'organiser, avec l'appui du ministère de l'Industrie, une rencontre sur le décret relatif aux normes d'application rendues obligatoires. Des normes censées mettre en avant la qualité des produits mis sur le marché par les opérateurs industriels. L'objectif est d'amener le secteur privé à s'approprier le nouveau texte qui garantit la protection des usagers. Lanciné Bakayoko. Par ce décret pris en décembre 2016, le gouvernement a rendu d'application obligatoire certaines normes liées entre autres à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Un décret, plusieurs questions. Quelle sera la durée de la validation des autorisations qui seront délivrées aux entreprises et qui attestent de la conformité de leurs produits? Les opérations donneront-elles lieu à des coûts supplémentaires pour les entreprises? La transparence sera-t-elle appliquée dans tout ce processus? Des questions pertinentes, mais également une réponse claire. Le but de ce décret n'est pas de renchérir les coûts pour les entreprises, c'est de faire en sorte que les entreprises respectent les normes. Il est donc évident que la normalisation n'est plus une option pour les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le temps est à la sensibilisation, mais à terme, les réfractaires subiront la rigueur de la loi. Les entreprises qui ne prouveront pas que leurs produits sont de qualité, évidemment, ça veut dire que ces entreprises-là mettent en danger la vie de notre population. En ce moment, il y aura des sanctions qui vont suivre. Les lubrifiants, les produits alimentaires, chimiques, gaziers, pétroliers, mais aussi ceux à usage médical font partie des produits concernés par la nouvelle disposition réglementaire. L'année scolaire 2017-2018 a officiellement démarré le 11 septembre dernier. Une rentrée des classes synonyme de stress pour nombre de parents d'élèves. Outre les frais dits normaux liés à la rentrée des classes, il faut compter avec des frais annexes que doivent supporter les parents tout au long de l'année. Quels sont ces frais et à quoi servent-ils exactement? Notre équipe de reportage a posé la question à plusieurs responsables d'établissements scolaires. On regarde. Une nouvelle année scolaire commence et les parents vont encore être confrontés aux multiples dépenses tout au long de l'année scolaire, si l'on ajoute des frais annexes. Plus de 50 000 francs CFA de frais annexes ici au cours secondaire méthodiste du plateau. Mais au juste, qu'est-ce qui rentre dans les frais annexes? Il y a les activités socio-éducatives que nous organisons. Ça aussi, on fait la programmation, ils font tout ce qu'il y a à faire comme activité. Et quand il y a maintenant les différents finales qui doivent se
présenter, qui doivent se faire, on sollicite les parents, n'est-ce pas, contribuer à tel final. Voilà un peu comment ça se passe. Souvent, ils viennent se plaindre, ils disent vous avez raison, mais voilà comment ça se présente. C'est pour ça que nous ne maîtrisons pas toujours ces genres de choses-là, et que ça vient après comme frais annexes. C'est difficile à supporter, mais voilà la réalité. D'autres frais annexes encore, par rapport à la liste de fournitures, on voit souvent les papiers hygiéniques, les Kleenex, ça sert à quoi exactement? Les gens de la santé là, qui viennent pour nous demander comment sont vos toilettes, comment est-ce qu'on invite les enfants à contribuer à maintenir l'hygiène de la propriété de l'établissement. Et on nous parle même de concours de propriété. Donc pour tout cela, déjà, il faut donner à l'enfant ce service-là, cette leçon-là d'hygiène. Quel désagrément pour les parents. S'ils savaient qu'aujourd'hui, je viens de finir la scolarité, puis demain, il y a d'autres frais qui sont ajoutés, ben je dirais que vraiment c'est un peu difficile parce que à la rentrée, nous comptons qu'on nous donne tous les renseignements possibles pour ne pas qu'on soit surpris au beau milieu de l'année parce que dans les autres écoles, chaque mois, les élèves, on est confrontés à des cotisations et puis on ne sait pas ces cotisations servent à quoi. Ça nous a vraiment pénalisé et ça jouait sur nos enfants. Si le parent refuse de faire et en l'école, l'élève n'est plus suivi. À partir du moment où ça s'impose à nous et qu'on ne va quand même pas mettre l'élève dans une situation où il ne va pas participer à l'activité parce que ceci, c'est là, bon, en tenant compte de tout ça, on réagit, on le fait. Mais je veux dire qu'on pouvait faire autrement aussi. Certains établissements sont gérés par les COGES. Ici, les frais annexes varient entre 10 et 15 000 francs CFA. Il y a des structures qui peuvent venir, par exemple, de faire des jeux pour les enfants, bien des sorties. Ils présentent leur projet et puis bon, on s'entend par rapport à la date. Dans ce cas, les parents sont informés. Voilà, si c'est un convoi qu'il faut faire ou bien quand il vient au sein de l'école et qu'il y a leur jeu, bon, ils disent le prix que chaque enfant doit payer. L'achat d'un seau, d'un balai revient au COGES. Et le COGES, ce sont les parents d'élèves. Ce sont des frais que chaque enfant est tenu de payer à travers les parents. Le coût de la rentrée scolaire représente chaque année une dépense considérable pour de nombreuses familles. Dans le département de Niakara, l'on enregistre un faible taux de scolarisation de la jeune fille. La jeune chambre internationale Abidjan Élite entend œuvrer à relever ce taux et surtout à lutter contre la pauvreté en milieu rural. Le Club Service a organisé récemment une campagne de sensibilisation de proximité en vue de faire comprendre aux parents l'importance de la scolarisation des enfants, mais de la jeune fille en particulier. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le département de Niakara-Mandougou, dans la région du Hambol, enregistre un faible taux de scolarisation de la jeune fille, ce malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. La jeune chambre internationale Abidjan Élite a décidé d'adopter une nouvelle stratégie pour convaincre les parents à scolariser les enfants, mais surtout les jeunes filles. Il s'agit pour les responsables de cette structure de mener des campagnes de proximité, ainsi que la célébration de l'excellence dans les écoles. Pour cette première édition, c'est le village d'Angolokar qui a reçu l'équipe de la jeune chambre internationale Abidjan Élite. Le président exécutif de ce club service, Christian Tidouye, a au cours d'une conférence publique expliqué l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Donc ici, à travers le message Angolokar, mettre tes filles à l'école, c'est non seulement de mettre tes filles à l'école, de les maintenir à l'école, mais d'éviter qu'elles aient des grossesses à des parcours, à des moments où elles n'en ont vraiment pas besoin. Et donc c'est déjà cela qui nous motive. Le sous-préfet de Niakara-Mandougou a salué l'initiative de la jeune chambre internationale Abidjan Élite. Yapi Guillaume demande aux femmes elles-mêmes de s'impliquer véritablement dans ce combat. Car les femmes aussi peuvent être des hauts cadres du pays et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, selon lui. Au cours de cette campagne de sensibilisation, 178 élèves ont reçu des kits scolaires et des diplômes d'honneur avec des cartons de craie à l'école primaire du village d'Angolokar. Des distinctions pour encourager davantage les parents à laisser les enfants en classe et non dans les champs. Je vous invite maintenant à emprunter une route singulière, la nationale A3. Elle traverse les régions du Hambol et du Tchologo. Son état d'impraticabilité avancée est source non seulement d'accidents de la circulation, mais aussi de vols et de braquages. Les populations de Niakara disent en avoir assez de cette situation. Elles ont même matérialisé leur ras-le-bol la semaine dernière en fermant pendant une journée cette route internationale. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Jeudi 7 septembre 2017, entrée sud de la commune de Niakara.
Des colonnes de véhicules stoppées dans les deux sens. Des populations avec des pancartes qui manifestent. La raison est connue. La nationale A3 qui traverse leur localité est dans un état de dégradation très avancé. Une des conséquences de cette situation reste l'insécurité. Accidents, vols et braquages sont devenus le quotidien de ses habitants. D'où ces mécontentements. Vu le nombre de morts que nous avons, les populations en ayant marre ont décidé d'interpeller par rapport à cette action de blocage de la route. Cette route internationale est restée fermée de 6 h du matin à 14 h. Il aura fallu la médiation du corps préfectoral. Des barrages ont été érigés. Je suis venu très tôt donc, pour les dissuader. Donc les négociations étaient en cours avec l'aide du commandant de brigade. On a donc réussi à décanter la situation donc, aux environs de 13 h, 14 h. Témoin de la colère des populations, le directeur régional des infrastructures économiques du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Il rassure. Je descends sur Yamoussoukro dans le cadre d'une mission. Mon ministre, M. Kouakou Amédé, va procéder au lancement de l'entretien des routes sur toute l'étendue du territoire. Donc nous aurons des instructions pour remonter dans nos circonscriptions respectives et commencer ce travail. En attendant la réhabilitation de cette route stratégique entre les ports d'Abidjan et de San Pedro et des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des jeunes gens font de la fermeture des crevasses un moyen de gagner quelques sous. Certainement que c'est la fin de leur calvaire parce que s'ils ont cessé avec la disparition des travaux publics en début des années 90, la bonne nouvelle c'est que les travaux manuels d'entretien routier reprennent cette année pour le maintien d'environ 6500 km de routes ivoiriennes en bon état et surtout pour la sécurité des usagers. C'est dans ce cadre que l'État, à travers le Fonds d'entretien routier, a mobilisé 2 milliards de francs CFA pour cette opération exécutée par la Direction générale des infrastructures routières, qui a d'ailleurs procédé vendredi au lancement des travaux à Yamoussoukro. Léon Brou, RTI Boaké. Voici ce qui reste de la route Yamoussoukro-Boiflé. À peine une voie, la brousse s'étant emparée du reste, y compris les trottoirs et les ouvrages de canalisation. Ce décor, bien commun à la quasi-totalité des routes revêtues. La voie de Yamoussoukro à Issia, la route était pratiquement une seule voie. Encore c'est pareil ici. Conséquence du rétrécissement des routes, l'insécurité routière. Il y a des nids de poules. En voulant passer parce qu'il n'y a plus de trottoir, tu risques de percuter quelqu'un puis tuer quelqu'un. Les travaux manuels d'entretien routier, c'est l'opération que le ministère des Infrastructures économiques reprend à travers ses premiers coups de machette. 45 jours cette année 2017 pour désherber, détruire les termitières, abattre les arbres et désensabler les ouvrages jouxtant toutes les routes revêtues pour 2 milliards de francs CFA. Il y a la phase des travaux en régie où on va traiter 3500 km avec les populations qui sont aux abords des voies. Et à la phase des travaux en entreprise, nous avons traité 2500 km. Globalement, c'est un budget de 2 milliards. L'entretien du réseau routier constitue une activité capitale pour assurer la qualité et la longévité de nos routes. En effet, certaines coupures enregistrées sur le réseau routier au cours de la dernière saison des pluies peuvent trouver leur origine du fait du manque d'entretien réalisé sur les tronçons concernés. Assurer la finalité des travaux manuels d'entretien routier. Suivront les travaux de réhabilitation pour traiter les points critiques des routes. Au total, un programme pour remettre à neuf le réseau routier national, du moins les 6500 km de routes revêtues dans le cadre du plan national de développement 2016-2020. Tout autre chose à présent, vous vous en souvenez peut-être, à l'initiative du chef de l'État, les membres du conseil de surveillance de l'AFOR, l'agence foncière rurale, ont été nommés le 2 août dernier. Eh bien, ils viennent d'être installés ce mardi même au plateau par Mamadou Sangafoa Koulibaly, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Leur mission principale est, je le rappelle, d'exécuter les actions de sécurisation du foncier rural par la conclusion de conventions. Francis Boifo nous en dit plus. Pour répondre à la délicate question du foncier rural en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a fait cette déclaration
lors de son message à la nation le 31 décembre 2015. Il s'agira notamment de la création d'un organisme autonome, doté des moyens nécessaires et ayant la responsabilité, en liaison bien évidemment avec l'administration préfectorale et l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier. Moins de 2 ans après, la nouvelle loi sur le foncier a été votée au Parlement et l'Agence foncière rurale AFOR est créée. Cet organisme autonome voulu par le président Alassane Ouattara a été installé ce mardi par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural après des mois de réflexion sur ses attributions et missions. C'est pour protéger le paysan, le propriétaire terrien. C'est pour protéger celui à qui on a cédé la terre, même temporairement, pour qu'il puisse l'exploiter en toute quiétude. C'est pour permettre aux enfants de ceux qui ont la propriété reconnue sur une parcelle de terre puissent profiter de leurs droits de succession. C'est pour pouvoir faciliter les transactions foncières en des sociétés qui voudraient s'établir sur une terre et savoir qu'en l'achetant, ils l'ont acheté à celui qui en est le véritable propriétaire. Et Abamba Cheikh Daniel d'ajouter que ces missions seront exécutées conformément aux tests en vigueur. Pour assister et superviser la direction générale de l'AFOR, un conseil de surveillance a été mis en place. Il est présidé par l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Gervais Kouassi. Il nous faudra nous montrer dignes de la confiance du chef de l'État qui attend à travers l'AFOR régler définitivement les questions conflictuelles récurrentes liées à la vie et à la gestion du foncier rural. Régler tous les problèmes du foncier. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, y tient au regard des objectifs à atteindre par son ministère. Le développement et la modernisation de l'agriculture, la lutte contre la pauvreté en milieu rural, la sécurisation de l'investissement agricole, l'AFOR apparaît dès lors comme un prolongement du MINADER. L'agence foncière rurale devrait favoriser la cohésion sociale dans le monde agricole en application des nouvelles orientations des autorités sur le foncier rural. Un mot du Tour cycliste de Côte d'Ivoire dans ce journal. Après un début timide, la Côte d'Ivoire vient de s'offrir le maillot jaune dans cette compétition grâce à Conté Bassirou. Il vient de remporter la 3e étape à Sekro Beoumi devant ses concurrents belges, marocains et rwandais. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la 24e édition du Tour de la Réconciliation, Tour de Côte d'Ivoire, a été lancée à la place de l'indépendance de Korogo. Une première étape, Korogo-Korogo, longue de 70 km 800, soit 6 tours de la ville. Une première étape dominée de bout en bout par les Marocains et remportée à l'arrivée par l'équipe belge. En 1h41 minutes 17 secondes, le Belge Mathias Leglet s'impose difficilement face au Marocain Rabi Ilias. Bouvriditeur, un autre Belge, referme la marche du podium. On va voir jour par jour parce qu'ici c'était pas évident avec la chaleur. Et on va voir jour par jour. Rendez-vous le lundi pour la 2e étape, Katiola Boaké, longue de 120 km. C'était un reportage de nos confrères de RTI Sport. L'actualité internationale en bref et en images. Le président français s'est rendu au chevet des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévastées par l'ouragan Irma. Emmanuel Macron a défendu l'action de l'exécutif face aux critiques et promis une reconstruction exemplaire avec pour priorité le retour à la vie normale. Voilà pour les principales informations de la journée. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur RTI 1.